dernière. Je pense que je dois me présenter moi-même parce que mon nom de famille est trop compliqué à dire, donc j'ai mis la tâche. Donc, je suis Christelle Avigny-Mikini, je suis candidate au doctorat dans le même programme que Maxime, en fait, à l'Université de Sherbrooke aussi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de pourquoi s'intéresser à l'itinérance, la dépendance et la réponse d'urgence. Juste pour faire un peu, je sais un peu la discussion pour ceux qui sont du milieu de la dépendance, mais je voulais savoir, est-ce que des personnes dans le milieu de l'itinérance, à main levée? Parfait. Puis dans le milieu plus la réponse d'urgence, donc réponse policière, hospitalière, entre autres personnes. OK, d'accord. Donc, pour ceux qui se connaissent moins, en fait, les personnes en situation d'itinérance ont souvent des problèmes de consommation. Puis, ils sont souvent emmenés contre leur gré ou ils vont aller eux-mêmes vers les services de la réponse d'urgence. La réponse d'urgence, ici, on entend vraiment justement la réponse de la police, des urgences hospitalières, ou à Montréal, on a beaucoup d'équipes spécialisées qui vont pouvoir faire un peu office de la réponse d'urgence. Donc, j'incluais toutes ces personnes-là. Et pour s'intéresser à ça, pour essayer de favoriser la réponse qui est offerte aux personnes en situation d'itinérance, j'ai décidé de faire plusieurs activités qui visaient à rassembler tout le monde, qui sont de loin ou de près de loin ou de près de cette problématique. Donc, j'ai fait 2 activités avec des personnes en situation d'itinérance elles-mêmes, avec des policiers, avec des professionnels de la santé, des urgences hospitalières, urgences psychiatriques par exemple, des personnes des services spécialisés en itinérance, en dépendance, ou en santé mentale, des intervenants communautaires parce qu'ils sont beaucoup en amont après toute la réponse d'urgence. Donc, on voulait savoir un peu, mais c'est quoi la trajectoire, puis essayer de trouver des solutions pour améliorer la réponse d'urgence. Donc, je vous montre plus synthétique, de façon synthétique mes résultats. Je vous présente un petit cadre ici, c'est juste pour dire, en notion de trajectoire, on s'intéressait à qu'est-ce que les services offrent, et comment les indus influencent la réponse qu'ils reçoivent ou est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher les services. Donc, tout d'abord, on se demandait, est-ce que les services existent pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance? À main levée, qui pense que oui? Parfait. Qui pense que non? OK. Donc, la majorité des personnes pensent que... il y a des personnes qui sont so-so, et oui, il y a des services qui existent. Là, c'est sûr que moi, je me suis vraiment intéressée à Montréal, donc je ne peux pas nécessairement transférer tous les résultats ici. Mais nous, c'était vraiment dit que oui, les services existent. Ils sont même bons, surtout pour les services des organismes communautaires, sont nommés comme étant rapides, adaptés et tout. Mais ça avait quand même été nommé qu'il manquait vraiment de services pour les personnes qui consomment de l'alcool ou des drogues, plus particulièrement quand ils sont en contexte d'intoxication, qui ont consommé, qui sont sous l'influence d'une substance ou qui sont en état de crise pour les personnes en situation d'itinérance. Donc après, on se demandait, puisqu'il y a des services qui existent, est-ce qu'ils sont accessibles physiquement puis au bon moment quand on en a besoin? Donc quand on s'intéresse aux personnes qui vivent en situation d'itinérance, des fois, ils vont être motivés, mais comme ça se peut que ça ne soit pas longtemps. Donc il faut rapidement accéder à un service si on veut les raccrocher. Donc on s'intéresse à ce qui sont accessibles au bon moment. Puis là, je ne vais pas vous demander à main levée parce que vous voyez un beau ciseau pour dire que c'est vraiment là qu'on a vu qu'il y avait une coupure. Donc, au-delà qu'il manquait des services pour les personnes qui, quand ils sont sous l'influence d'une substance, on voyait qu'ils étaient peu accessibles au moment opportun. Précisément, par exemple, le réseau de la santé et des services sociaux, il y a souvent des listes d'attente. On en a discuté juste un peu avant. C'est souvent des suivis de courte durée. Des fois, c'est 5-10 rencontres, par exemple. Puis, un des participants, il a nommé que lui, c'était environ ça le temps qu'il avait besoin pour juste être capable de développer un lien de confiance avec l'intervenant en face de lui. Donc, ils n'ont même pas le temps de rentrer dans le vif du sujet, c'est déjà terminé. Puis, qu'il avait besoin vraiment de voir plus longtemps les personnes parce que l'itinérance, si ça fait 10 ans que tu vis dans la rue, tu ne le règles pas en 2 semaines non plus.
Donc, il y a toute cette notion-là que le réseau de la santé des services sociaux offre moins. Puis, pour ce qui est des organismes communautaires, c'est dit justement que c'est hyper adapté, rapide, des suivis de longue durée, mais on va souvent aller vers la pleine capacité. Ils sont souvent sous-financés aussi, donc on va avoir de la difficulté à pouvoir vraiment offrir les services à tout le monde qui en ont besoin. Puis on sait des critères d'admission. Par exemple, quand on parle des refuges d'urgence ou qui vont dormir la nuit, il faut souvent qu'ils aillent faire, à Montréal en tout cas, il faut qu'ils aillent faire le line-up pour l'entrée vers 2, 3 heures, 4 heures maximum de l'après-midi, s'ils veulent avoir une place. Et s'ils sont intoxiqués, souvent, même je dirais la très grande majorité du temps, ils vont être refusés. Donc, ces personnes-là vont rester souvent dans la rue, puis ils vont être susceptibles de, justement, par exemple, interagir plus avec les policiers parce qu'ils vont consommer sur la rue, ou pour tous les bobos, les besoins qu'ils ont besoin, leurs besoins, pour répondre à leurs besoins, ils vont aller vers les urgences hospitalières, par exemple. Des fois, c'est juste aller dormir dans la salle d'urgence pour avoir un endroit sec au chaud pour dormir. Donc, ça l'explique en partie de pourquoi que les personnes en situation d'urgence utilisent aussi souvent les services de la réponse d'urgence. Donc, après, on se demandait, mais est-ce que les services d'urgence sont pertinents pour ces personnes-là, puis est-ce qu'ils sont capables de référer? Donc, tout d'abord, à main levée, est-ce que vous pensez que les services de la réponse sont un bon service pour répondre à leurs besoins? Oui, en levant la main. Non, en levant la main. Mais non. Ça dépend de l'équipe. Ça dépend quoi? Ça dépend de l'équipe. De l'équipe? Oui, c'est sûr que des fois, il y a des petites variations entre les différentes équipes. OK, c'est intéressant qu'il y a juste une personne qui a levé la main à oui. En fait, dans mon projet, on voit qu'ils sont pertinents pour certains motifs. Donc, notamment quand la personne elle est en danger. Par exemple, elle a fait une overdose, un coma éthylique, par exemple. Elle a des idéations suicidaires ou elle a fait des tentatives de suicide. Ça, c'est des exemples que les urgences hospitalières se voient pertinents. Plus par rapport à la toxicomanie, des fois, quand les personnes sont des gros consommateurs, surtout l'alcool, quand tu es un gros consommateur d'alcool, tu arrêtes du jour au lendemain, ça peut être dangereux pour la vie. Donc, puis plus les personnes, surtout encore avec l'alcool, vont arrêter de consommer, recommencer à consommer, arrêter, donc ils vont être plus à risque d'avoir un sevrage compliqué qui peuvent être dangereux pour leur vie. Donc, ces personnes-là aussi vont être admises aux urgences hospitalières, puis la réponse hospitalière, c'est celle qui semble être la plus pertinente. Mais, d'un autre côté, il y a beaucoup d'expériences, plus au niveau des attitudes, des valeurs des personnes qui ont été nommées. Il y a plusieurs situations d'abus à l'intégrité, non-respect de l'intégrité des personnes, non-respect de la personne tout court, de la stigmatisation, donc un jugement un peu facile qui peut venir influencer la réponse qu'on donne chez les professionnels des réponses d'urgence qui a été nommé. Donc, il faut penser que ça, malgré qu'ils sont pertinents pour certaines situations, il faut quand même avoir en tête que plusieurs vont avoir quand même la difficulté à émettre un soin qui est adapté. Et même, ça se traduit aussi au niveau de la société. Donc, un peu monsieur, madame, tout le monde vont eux-mêmes, par exemple, contribuer aux plaintes à la police quand que les personnes sont intoxiquées dans la rue, vont eux-mêmes avoir de la stigmatisation, ce qui se traduit aussi auprès de la santé qui sont, ou policières, qui sont, dans le fond, des personnes de la société aussi. Donc, je vous disais que ça, c'est pour les services. Après, on s'est demandé, pour les individus en situation d'itinérance, c'est quoi leur capacité à utiliser les services quand ils ont besoin? Donc, tout d'abord, est-ce qu'ils sont capables de savoir qu'ils ont besoin? On voit qu'il y en a plusieurs qui ont de la difficulté même à déterminer la nature de leurs besoins. Est-ce qu'ils sont capables de chercher un service qui peut répondre à leurs besoins? À Montréal, on a un peu, c'est comme bien et pas bien des fois, là, on a une grande diversité de services, mais il y en a beaucoup et chacun a un peu les critères d'admission différents. Donc, ça peut devenir compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les services de s'y retrouver.
Est-ce qu'ils sont capables aussi d'atteindre les services? On sait qu'ils ont de la difficulté des fois à se rendre, tant parce que, par exemple, il faut qu'ils payent un transport pour y aller, mais aussi aller à un rendez-vous à une heure fixe. Donc, c'est pour ça qu'on prend beaucoup l'approche outreach, donc vraiment que les services vont aller en proximité dans le milieu de vie de la personne pour les atteindre. Et aussi la capacité de s'y engager. Tantôt, je nommais que la personne, ça prenait environ 5 à 10 rencontres juste pour créer un lien avec la personne. Donc, c'est sûr que c'est des personnes qui ont beaucoup de méfiance, que c'est un peu plus difficile de développer un lien de confiance. Donc, il faut tenir compte à ça que c'est plus difficile de les engager dans différents soins ou traitements, etc. Puis tout ça, c'est influencé par leur force. Donc, c'est des personnes qui vivent qui ont beaucoup de résilience, mais aussi leur difficulté. Par exemple, justement, ils ont souvent des problèmes de consommation, ils peuvent avoir des troubles de santé mentale. Pour mon échantillon, la majorité ont eu des traumas, qui sont des fois des petits traumas juste dans leur mauvaise expérience avec les personnes des urgences hospitalières ou policières. Hein. Puis après, à chaque fois qu'ils vont retourner voir les personnes qui vont interagir avec eux, ils vont toujours revivre le trauma. Et la majorité aussi avait des problèmes, un problème de santé mentale. Souvent, ils sont pas encore diagnostiqués, mais ils sont capables de décrire et eux-mêmes souvent le nomment aussi. Donc, en gros, j'ai fait une autre activité juste pour voir, mais c'est quoi les solutions qui pourraient être mises en place pour améliorer la réponse d'urgence offerte à ces personnes-là. Je vais peut-être pas nécessairement les nommer, il y en a 10 qui ont été priorisées. Une qui a été très populaire, en fait, c'est toutes ces approches bas seuil. Donc, c'est des approches qui prônent d'avoir peu de conditions d'admission. Par exemple, les personnes ont le droit d'accéder aux services qui sont en état d'intoxication, donc s'ils sont sous l'influence d'une substance. Ils ont le droit d'accéder s'ils ont des animaux, sans mobilité réduite. Donc, tu sais, vraiment, là, tout mettre le plus bas possible pour que la personne aille directement, tu sais, qu'elle ait accès, malgré ses difficultés, par exemple, ses conditions de vie, au service. Donc ça, c'est vraiment sorti. On peut aussi nommer l'exemple des Well Shelter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, à Montréal, il y a une étude de faisabilité qui se fait en ce moment, mais c'est les refuges qui permettent de façon contrôlée, actuellement contrôlée, mais ou non, la consommation d'alcool sur place. Donc, les personnes peuvent aller, par exemple, dormir dans le refuge, mais ils vont avoir, si leur dépendance leur emmène à consommer un verre aux 4 heures, mais ils vont avoir un verre aux 4 heures pour éviter d'être dans le sevrage. Et donc ça, c'est un exemple de bas seuil. Donc c'est vraiment dans l'approche de réduction des méfaits. Une autre piste de solution, c'est que comme un peu en santé sexuelle puis en dépendance, en itinérance santé mentale et dépendance santé mentale et itinérance, c'est très morcelé, c'est très compartimenté, tous les services. C'est difficile d'avoir accès à des services intégrés, là, dans le fond, qui permettent de répondre à tous les besoins. Donc, il y avait vraiment le besoin de répondre aux besoins dans sa globalité, dans sa complexité. Mais pour ça, d'essayer d'améliorer les corridors de communication entre les services, puis d'avoir peut-être des personnes qu'on appelle intervenants pivots qui vont vraiment pouvoir mettre en lien les différents services ensemble. Ça, c'est une des pistes de solution. D'améliorer la formation pour les professionnels des urgences hospitalières aussi, notamment en trauma, puisqu'il y en a beaucoup, puis que c'est nécessaire de les mettre, par exemple, dans un endroit sécuritaire pour qu'ils se sentent mieux. Donc, il y a certaines choses qu'on peut mettre déjà en place, même si on n'est pas spécialisé en trauma, pour favoriser l'intervention auprès des personnes qui ont des traumas. Et une autre, je vais en nommer une autre avant de terminer, que c'est la reconnaissance de l'expertise professionnelle, mais aussi de l'expertise des pairs aidants. Donc, tout ce qui est le savoir expérientiel. Pour ceux qui ne connaissent pas les pairs aidants, c'est ceux qui ont déjà vécu la situation. Donc, par exemple, des personnes qui ont déjà été en situation d'itinérance, mais eux, d'avoir un rôle de conseiller, de rôle dans les différents services, de reconnaître leur expérience pour améliorer les interventions auprès de ceux qui vivent la problématique au moment même, a été soulevé comme une piste de solution importante.
Donc, puisque j'ai vu que, oui, il y a des personnes qui sont spéciales, qui sont dans les milieux qu'on a nommés aujourd'hui, il y en a quand même plusieurs qui sont moins dans les milieux. Ça n'a pas été priorisé, mais ça a été quand même nommé à maintes reprises que ça serait nécessaire de sensibiliser la population générale sur ces enjeux-là pour justement améliorer, pas juste la réponse d'urgence, mais améliorer les conditions des personnes puis ce qu'ils vivent. Puis pour lancer un peu la discussion, s'il y a des personnes qui ont des idées de comment on pourrait mieux sensibiliser la population générale à ces enjeux-là, mais je vous invite à m'en parler. Donc voilà, merci. Est-ce que quelqu'un qui a une question ou une idée pour sensibiliser la population générale ou commentaire? Oui. On peut peut-être commencer par sensibiliser les chambres de commerce. Moi, j'ai vu des itinérants refusés dans le 2020, pour ne pas le nommer, parce qu'ils ne consommaient pas, mais ils faisaient à peu près moins 20. Et il fallait y offrir un café, puis qu'il avait le droit de rester là. Et puis je me dis, socialement, collectivement, peut-être qu'on peut se dire qu'on peut y en offrir un. Oui. On ne faut pas faillir, parce qu'on va avoir laissé, à la limite, le laisser là, mais il y en offrir un café. Ben, c'est très intéressant. Je vais le nommer pour les caméras, mais de façon peut-être différente. Mais oui, on a parlé beaucoup de la responsabilité collective, justement, que en fait, ça serait bien d'aller vers ce type de vision pour l'itinérance, entre autres. Donc, pour juste synthétiser ce que vous avez dit, donc sensibiliser les commerces pour quand par exemple, quel droit d'y accéder, même si ils ne consomment pas, par exemple. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, encore, oui. Moi, un constat que j'ai fait, c'est que quand on est dans le psychosocial, quand on est dans le médical, on trouve une solution à un problème de santé et on dit on a la solution pérenne. On a trouvé le médicament qui faisait lâche pas, des antidépresseurs, n'importe quoi, et on pérenne le traitement. En psychosocial, on stabilise la situation. Puis quand la situation est stable, on dit bon, ben t'es stabilisé, on retire les services. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est stabilisé parce que les services sont là. Mais là, parce que la situation est stabilisée, on retire des appartements supervisés, du soutien clinique, fait que je me dis, il y a comme une logique qui ne fonctionne pas et qu'il faudrait revoir, je pense. Oui, mais je suis complètement d'accord, mais je vais juste renommer que justement, il y a peu qu'en santé, on vise à traiter. Une fois que la personne est traitée, c'est fini tout bail un peu. Et en psychosocial, c'est d'offrir des services jusqu'à temps que la personne est stabilisée, puis après, on les retire. C'est intéressant parce que justement, dans mon projet, ça a été quand même nommé que les appartements supervisés étaient plus à privilégier que les appartements seuls, par exemple. Aussi dans les pistes de solutions qui a été nommées, je ne vous ai pas nommé, c'est les soutiens dans la communauté en dépendance de type soutien intensif ou d'intensité variable, qui là pourrait être intéressant justement quand la personne n'est pas stable, d'offrir une plus grande intensité de service, mais quand elle est plus stable, d'avoir quand même une continuité, mais juste moins fréquente pour juste faire le suivi auprès de la personne. Donc je pense que ça pourrait être intéressant d'aller vers cette approche. Oui. Une question. Est-ce qu'avec l'ouverture des centres d'injection supervisés à Montréal, ça va un peu amener une forme de ségrégation entre les personnes qui consomment par injection versus les autres utilisateurs de la rue et du milieu d'itinérance, parce que les utilisateurs par injection ont comme accès à un certain service supervisé alors que les autres utilisateurs n'ont pas vraiment ce genre de service-là? Oui, bien, en fait, est-ce qu'il y a une ségrégation entre les personnes qui consomment par injection versus les autres parce qu'à cause de l'ouverture des sites d'injection supervisés, qu'on va appeler maintenant, ou en tout cas bientôt, salle de consommation supervisée, parce qu'ils visent peut-être à l'élargir, justement. Mais je ne pourrais pas nécessairement répondre, parce que je ne sais pas. Je sais, dans mon projet, au début, il parlait beaucoup de sites d'injection supervisés parce que c'était juste avant l'ouverture. Maintenant, justement, dans les pistes de solutions, c'est sorti parce que ça existe déjà.
Je sais que certains centres ont ouvert des sites d'injection supervisée, puis ça les a emmenés à, par exemple, couper leur service de jour. Des fois, ça l'a emmené à ce que des personnes n'aient plus accès aux services qu'ils utilisaient à cause de l'ouverture d'un site d'injection supervisée. Sinon, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui consomment plusieurs substances. Donc, oui, peut-être là, ça répond à leurs besoins pour l'injection, mais pour les autres consommations, c'est peut-être moins répondu. Je sais pas si je peux pas nécessairement répondre pour la ségrégation, mais je pense qu'il faut tenir compte de ces points-là. Parfait. Oui, Max. Question. Est-ce que tu crois que si on commençait la prévention, soit au primaire ou au secondaire, ça pourrait avoir un impact par rapport à la situation actuelle? Puis par prévention, je parle des sensibilisations. Ce serait de parler de différents problèmes, phénomènes sociaux, comme l'itinérance, la consommation, puis apprendre à ces personnes-là, à ces jeunes-là, à ne pas stigmatiser, ni à pointer du doigt justement aux itinérants, puis au contraire, pour essayer de les assister au travers de ça. En ayant une meilleure compréhension, peut-être que ça va les aider à offrir l'esprit. Oui, donc savoir si on avait besoin de prévention, même primaire, secondaire, sur la consommation et d'autres problèmes sociaux comme l'itinérance. Oui, je pense que ça serait bien. Puis même, je pense qu'il faudrait qu'on change quand même notre vision en tant que société là, par rapport à ça, parce que on voit que l'alcool, c'est plus dédramatisé, plus couramment. Le message est vraiment différent que pour les drogues. Et même là, pour la légalisation du cannabis, il y a beaucoup de choses, en tout cas moi sur mon profil Facebook, etc., il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, parce que des fois je pose des trucs, là, j'ai plein de commentaires. Donc, c'est sûr que je pense que ça serait une bonne idée d'enlever un peu la répression, d'aller plus vers une vision d'aide, de compréhension, de sensibilisation. Puis, je pense que la prévention peut vraiment se faire à différents niveaux. Donc, oui, la sensibilisation, prévention au départ, mais même de l'itinérance, on a parlé que les personnes qui consomment et qui sont proches de perdre leur logement, s'ils n'ont pas de problème de santé mentale, on n'a pas vraiment de suivi dans la communauté, donc d'avoir justement le suivi dans la communauté, même avant que l'itinérance arrive, peut être intéressant. Donc, tout, je pense, qui peut être fait tant au niveau de la petite enfance, adolescence, mais aussi pour la consommation, prévention pour les problèmes de consommation, prévention pour l'itinérance. Donc, je pense qu'on peut aller large, mais ça serait une bonne approche selon moi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou vous voulez manger? Bon, je pense que c'est tout. Merci.